Prochain arrêt, Binge Audio. Aujourd'hui, dans Chaud dedans, je reçois une femme incroyable qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 10 ans. À cette annonce, elle s'est littéralement mise en selle, à dos de cheval, je veux dire, pour monter une association d'équithérapie, le soin par le cheval, ouverte aux femmes malades. Quand on parle de ménopause et de cancer, il faut bien évoquer la double peine que représente la maladie et la mise sous ménopause artificielle. L'urgence, c'est de maîtriser l'évolution des cellules cancéreuses et une des façons d'y arriver, c'est de faire baisser au plus bas le niveau d'œstrogène et de progestérone dans le corps. J'ai rencontré Annabelle Rourand à une table ronde sur les épreuves dans les parcours professionnels et elle va nous raconter son cheminement depuis 10 ans. Il est très inspirant. Bonjour Annabelle. Bonjour ma chère Claire. Ton association s'appelle Hope. Et donc, Hope, c'est de l'équithérapie pour les femmes atteintes d'un cancer. Alors évidemment, parler de ménopause, ça paraît presque dérisoire par rapport à la maladie. Mais quand même, ça fait partie des effets secondaires pas globes. Alors, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, tout simplement? Alors écoute, je m'appelle Annabelle Rourand. Donc j'ai 45 ans. Putain, je me suis rajeunie de 10 ans. Je vais avoir écoute. Non, mais tu vois, c'est marrant. Je vais avoir 55 ans. Là, le 29 mai. Je suis maman de 4 enfants, de 16 chevaux et je suis mariée depuis 28 ans. Je suis effectivement une multirécidiviste de cancer puisque la maladie est entrée dans ma vie il y a 11 ans maintenant, avec un premier cancer du sein, cancer hormonodépendant. Donc effectivement, l'arrêt des hormones, j'ai connu une première fois. Puis ensuite, j'ai eu un mélanome. J'ai appris que j'étais porteuse d'une mutation génétique qui me met à haut risque de cancer du pancréas et mélanome. En décembre de l'année dernière, je décide d'enlever ma prothèse, cette fichue prothèse que je ne supportais pas, que j'ai pas supportée et que j'ai quand même décidé de mettre à 44 ans sur les conseils de mon médecin et de mon mari en me disant vous êtes encore un peu jeune, voilà. Donc je décide d'enlever cette prothèse, je me dis tiens, je tourne une page sur la maladie et en fait j'avais une petite boule que personne n'avait vue, que moi je sentais et je me suis tapé une récidive. Donc et derrière j'ai eu un mélanome. Ça m'a sauvé la vie. Incroyable. Alors 2 fois, en fait, ça m'a sauvé la vie. La première fois, pareil, j'ai eu des microcalcifications. Tout le monde m'a dit c'est rien du tout, et je suis allée frapper à d'autres portes. Et finalement, il y avait un cancer. Mais et puis pareil, le mélanome. Après, j'ai découvert cette mutation génétique. Voilà, donc j'en suis au 4e cancer. Donc j'avoue que des moments, j'ai parfois un peu l'impression d'être un peu dissociée. Parce que c'est comme si tout d'un coup, quand je parle de moi, je me rends compte de ce que je vis réellement, alors que j'ai plutôt tendance depuis la maladie à passer mon temps à m'occuper des autres. C'est ça. Voilà. Exactement. Tu as monté cette association aussi pour aider bien évidemment des femmes atteintes d'un cancer. Donc au début, quand tu apprends ta maladie à 44 ans, c'est quoi ta réaction? C'est de la colère, de la stupéfaction? C'est tout. C'est un tsunami. C'est comme si, vraiment l'image, c'est comme si le sol s'ouvre sous tes pieds. Tu as l'impression que tu vas t'écrabouiller. De toute façon, j'étais avec une copine en plus pour l'annonce des résultats parce que moi, je m'étais dit, voilà, j'ai fait une biopsie, mais il ne se passera rien. Donc, j'étais allée avec une copine. On s'est dit, on va passer la journée à Lyon. Et là, je ne me souviens de rien de ce qu'a dit le médecin. Donc, sur la route du retour, en rentrant à Genève, j'appelle mon homme. Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? J'en avais 4. La petite dernière avait 7 ans. Et je dis, écoute, moi, je vais avoir besoin de chialer. Il va falloir me laisser le temps. Donc, on va leur dire. Donc, on l'a dit. La question s'est posée. C'était une vraie question de m'enlever le sein. C'était en gros soit chimiothérapie, soit on vous enlève le sein. Et j'ai dit à l'oncologue, moi, je préfère que vous m'enleviez le sein, mais dans 3 semaines, je suis à cheval. Et ça, je crois que ça a été le point de départ de ma résilience, parce que du coup, j'ai accusé le coup pendant 3 semaines. Où j'ai écrit un livre. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai écrit comme une forme de thérapie. Et puis, quand je suis ressortie, je me suis tout de suite bougé les fesses et au fond, je me suis jamais retrouvée dans un canapé. Après, j'ai pas eu de chimio, j'ai eu radiothérapie et hormonothérapie. Donc, tu avais une forme d'énergie quand même sans chimio qui faisait que tu as pu ouais, voilà. Je pense qu'à la base, dans l'action, je suis dotée d'une énergie hors norme. Je confirme. Voilà, mais je pense que la maladie ne m'a pas freinée, elle a accéléré mon urgence de vivre.
Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, Annabelle, mais je voudrais ajouter dès maintenant, parce que je trouve ça important, qu'en termes de maladie, il ne faut pas créer d'injonction à être une combattante, une guerrière, etc. C'est OK de ne pas se sentir Carrément. L'âme d'une héroïne. Carrément. Et puis, tu vois, on reçoit beaucoup de femmes chez nous. Elles arrivent, elles sont en vrac. Donc, on a le droit aussi. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Je te dis ça parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait l'impression de faire l'ascension d'un sommet, ce qu'elle m'a dit, ou une traversée en mer, son vent des globes à elle. Faut pas non plus dire à tout le monde, il faut être combattant, etc. Bon, il y en a pour qui. Voilà, et puis, je pense qu'il faut prendre le temps d'accuser le coup. Ouais. Tu vois, de se dire, ça fait chier, quoi. Je suis malade. Moi, je suis passée par quand même toutes les étapes. Tu vois, j'ai toujours peur d'ailleurs. Tu vois, la semaine prochaine, j'ai un PET scan, j'ai des examens. T'as peur de pas voir. C'est des questions cons. Je me suis tout de suite dit, j'ai peur de pas être au mariage de mes enfants. Alors, pourtant, je m'en fous, qu'ils se marient ou pas. Mais tu vois, t'as des espèces de flash. Est-ce que je vais être là pour mes petits enfants? Voilà, en fait, tu vois tout d'un coup ta vie défiler, mais du coup après, ta vie n'a pas la même saveur quand même. Et alors donc toi, ta façon de répondre, ça a été l'action. Et tu as réalisé, dis-tu souvent, un rêve de gosse en montant tes propres écuries. Alors j'imagine que tu étais quand même déjà une écuyère accomplie, n'est-ce pas? Oui, je monte à cheval depuis l'âge de 9 ans. En fait, je pense que je suis sortie du ventre de ma maman en disant je veux monter à cheval. Et quand j'ai pu monter à cheval, et tu vois, tout à l'heure, j'avais Xavier Demoulin dans mon épisode. Et je disais, on se souvenait, et lui se souvenait de la première fois qu'il avait monté, de l'odeur, de la première leçon. C'est vraiment, ça m'a marqué. Ça a été une étape de ma vie et je pense que le cheval est entré dans ma vie et continue de me guider aujourd'hui. Alors, on va parler des femmes qui viennent dans ton écurie pour guérir leur âme, quand leur corps fait mal dans un instant. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment se sont passés les premiers traitements? Tu as dit pas de chimio, juste de la radiothérapie pour toi. Alors, même la première fois, j'ai même pas eu de radiothérapie. Je l'ai eu là l'année dernière. J'ai eu que mastectomie. Alors, je dis que parce que pour moi, enlever le sein, c'était pas un problème. Ah bon? Non, je m'en foutais. Ouais. En fait, avoir des seins, c'était pas pour moi quelque chose qui faisait partie de ma féminité. Il y a beaucoup de femmes pour qui c'est compliqué. Moi, alors, je m'en foutais complètement et je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai accepté de mettre une prothèse. Parce que, en gros, cette prothèse m'a gênée pendant 10 ans. Dès que je faisais du sport, j'avais mal, j'avais envie de l'arracher, voilà, j'étais pas du tout confortable avec ça. Donc, ça s'est bien passé. J'ai eu un premier traitement, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même, je peux dire que j'ai vécu avec des douleurs pendant 10 ans. Et à côté de ça, quand j'ai pris l'hormonothérapie, alors mon mari te dira que j'ai eu mes règles puissance 10 ou 20 ou 100 pendant 6 mois. Et après, globalement, j'ai très bien supporté. Sauf que je n'ai pas fait les choses comme les autres. J'aurais dû être en ménopause. J'ai pas été en ménopause, mais j'avais tous les symptômes d'une femme qui était soit en ménopause, donc des bouffées de chaleur, irritable, hypersensible. Mais ça a duré que 6 mois. Et moi, je dois dire que j'ai plutôt bien supporté l'hormonothérapie. J'ai été une grosse migraineuse. Et du jour au lendemain, j'ai plus aucune migraine. Oui, alors ça, souvent, effectivement, même les femmes qui sont ménopausées disent qu'elles n'ont plus de migraine. Alors ça, après la ménopause. Voilà. Ça peut être un grand soulagement. Juste, tu peux expliquer à nos auditrices qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie? Alors, l'hormonothérapie, alors je suis pas médecin, mais tu as différentes molécules qui te permettent en fait de couper les oestrogènes qui en fait alimentent ton cancer. Quand tu as un cancer, alors toutes les femmes ne sont pas éligibles à ça, c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets quand tu as un cancer hormonodépendant parce qu'il y a un traitement et le premier traitement c'est te mettre en ménopause, te permet de logiquement diminuer tes chances de récidive. Ce qui, du coup, n'a pas été le cas avec moi, parce que j'avais 5% de chances de récidiver. J'avais un tout petit cancer et au final, j'ai quand même fait une récidive 10 ans plus tard. Là, je repars pour 10 ans d'hormonothérapie. Donc là, ils m'ont 55 ans, toujours pas ménopausée. Donc, je suis un cas quand même. C'est-à-dire que tu avais toujours tes règles? Toujours mes règles, même en ayant eu les traitements d'hormonothérapie. Donc là, on m'a mis des piqûres dans le ventre,
Donc là, par contre, tu sens un petit peu passer, notamment tout ce qui est sécheresse et autres, c'est juste horrible. Et à tel parce point... qu'il fallait plus... Pardon, vas-y, je te laisse. Ouais, non, mais non, parce qu'en fait, là, ils se sont dit, on va complètement lui couper. Elle est pas en ménopause. Bah c'est ça, donc t'avais encore des hormones sexuelles dans le corps. Ah, mais à fond, j'aurais pu... C'était pas bon pour le cancer. Je crois que ma grand-mère a eu son dernier enfant, elle en a eu 10 à 55 ans. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, voilà. Mais donc là, on m'a mis en ménopause, donc j'avais des piqûres dans le ventre, plus l'hormonothérapie. Donc, ils ont fait la totale pour essayer. Là, ça fait qu'une année et demie, mais je repars pour 10 ans d'hormonothérapie. Et là, tu as dit, effet secondaire vraiment très, très embêtant, sécheresse due aux traitements hormonaux. Alors là... Qui te donne l'impression, j'ai vu, parce que tu l'as dit dans un entretien, que tes cordes vocales, on se collait entre elles. C'est particulier, ça. En fait, les premiers temps, j'ai dit à l'oncologue, mais... est-ce que je peux rester... alors j'ai la phobie de m'étouffer, mais est-ce que je peux rester coincée ? Tu sais, la nuit, j'arrivais pas à respirer. Ouais. J'ai toute la sécheresse dans le cou, sécheresse des yeux, sécheresse vaginale et autres. Ça, je t'en parle même pas. Alors, je sais pas comment c'est dans la vie normale quand on est en ménopause. Ah bah, ça induit des sécheresses, ça, c'est voilà. sûr. Hein, mais alors là, couplé des muqueuses au de la pic, peau. horrible. Genre, t'as des rapports sexuels, tu sautes au plafond. Ouais. C'est... Et c'est pour ça c'est pour ça que j'appelle ça la double peine, parce que pour beaucoup de femmes, c'est des effets extrêmement brutaux et même beaucoup plus jeunes qu'à l'âge de la périménopause, cette ménopause artificielle. T'as beaucoup de femmes. Alors, tu vois, chez Hope, l'été dernier, on a eu des femmes qui avaient 25 et 28 ans. T'imagines ? Cancer du sein. Donc, dans ces cas-là, quand elles ont chimio, radiothérapie et des cancers hormonodépendants, on les met en ménopause artificielle. Donc, alors, c'est vrai que ça, c'est la double peine pour le coup à cet âge-là. C'est terrible. Après, des fois, je rigole parce que mes copines me disent « T'as pas de cheveux blancs ?» Je dis « Je peux pas tout avoir, hein, quand même !» C'est vrai que tu n'as pas de cheveux blancs. Tu vois, alors c'est un truc de dingue, quoi. J'étais pas en ménopause, j'ai quasiment pas de cheveux blancs, mais bon, voilà. Alors, et puis, ce qui est embêtant, c'est que, évidemment, après tout ce que tu as expliqué, on le comprend, on ne peut pas proposer de traitement hormonal pour régler alors, nous, on a droit les à rien. manifestations. Donc, mais comment tu gères alors ? Alors, tu gères avec des gels à l'acide hyaluronique. J'arrive pas à le dire. Alors, j'ai fait un truc spécial foufoune, hein, je peux le dire, vu qu'on est là pour Allez, parler chaud devant. sans tabou. Ça s'appelle... Careless, un truc comme ça. Donc, tu vas chez la gynéco. Alors, j'ai fait un test en Suisse. Hein, c'était pas si mal. Tu fais 5 séances. C'est inadmissible. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais on te met de l'acide hyaluronique dans la foufoune. Et derrière, couplé à de l'eau oxygénée. Et j'avoue que c'est pas si mal. Je suis pas sûre que ça dure sur le long terme, mais c'est quand même pas si mal. Et ça permet de rétablir la souplesse, je crois, dans le vagin. Voilà. Et puis moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidée pour tout ce qui est douleur musculaire, parce qu'alors les premiers mois d'hormonothérapie, je sais pas si c'est comme ça quand les femmes sont en ménopause, j'ai eu des douleurs articulaires monstrueuse. Horrible. Je te confirme. Moi qui montais à cheval tous les jours, tu vois, j'arrivais plus, j'avais mal au dos. J'ai réussi à soigner ça en faisant 2 choses. En prenant du collagène tous les jours. Ok. Alors ça, collagène hyper efficace. marin, le truc qu'on trouve collagène en pharmacie. marin que tu trouves, un bon collagène marin. Là, ça fait 3 mois que je fais des cures et pour les articulations, c'est pas mal. Et là, ça fait 2 jours que je suis assise, alors j'ai mal partout. Et puis 1 heure de sport par jour. Ouais. Donc, équitation et d'autres choses ? Alors, équitation, je monte un peu moins, mais je cours à côté de mes chevaux. Mais sinon, du vélo, de la course à pied, de la marche, le mouvement et boire, s'hydrater. Après, c'est pas magique. La nuit, j'ai encore ces trucs où j'ai l'impression que ça va se coller, ou des fois, je me dis... mais le premier mois, j'ai dit à l'oncologue, mais je vais pas pouvoir... comment je vais vivre comme ça, quoi Tu vois, c'était comme si effectivement mes cordes vocales allaient se coller. J'ai jamais entendu parler de ce. Alors je pense que c'était le double effet, hein, tu vois. Alors parle-nous maintenant de ces femmes qui frappent à la porte de Hope. On fait quoi quand on vient faire de l'équithérapie ? Alors, tu veux que je te raconte un peu comment se passe un séjour ? Alors, déjà, Hope, aujourd'hui, c'est 8 antennes en France. Et le siège de Hope est en Haute-Savoie, donc chez moi, là où j'ai monté mes écuries, mon rêve de petite fille. Et au moment où j'ai réussi à obtenir les permis de construire pour monter ces écuries, c'est là où je suis tombée malade.
Donc ça, c'était assez difficile parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je réalise mon rêve de petite fille et voilà, la maladie va pas m'arrêter. Donc parce qu'à ce moment-là, tu avais quitté la télé, parce que coïncidence de la vie, on aurait pu se croiser. Oui, parce que je travaillais. Tu crois qu'on s'est pas croisés? Peut-être qu'on s'est croisés, t'as raison. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu as quitté la télé? Alors écoute, la dernière fois, Fred Lopez a dit qu'on s'est connus il y a 30 ans. Donc moi, je suis partie de LCI, je pense, en 97-98. Ah oui, moi, je suis arrivée bien après. Mais bon, voilà, coïncidence de la vie. Tu faisais de la télé, donc Alors, quand est-ce que tu te dis, je vais monter des écuries? Est-ce que c'est... Alors en fait, j'ai fait de la télé pendant 15 ans. J'ai travaillé sur LCI, la 5e, blablabla. Je suis allée jusqu'en Belgique, à la RTBF. Et un jour, mon homme me dit, on rentre en Haute-Savoie, je vais monter une boîte à Genève. Je dis, bon, ok, mais on cherche des maisons. Je cherche une maison... partout, sauf dans mon village. Je me disais, c'est trop bizarre si mes enfants vont à la même école que moi. Bon, bref, on visite plein de baraques et finalement, la villa qui nous correspondait, c'était dans le village où j'ai vécu toute mon enfance. C'est génial. Où les paysans me connaissaient, parce que quand j'étais petite, j'allais galoper dans les champs qui étaient interdits, parce que j'allais voir tous les paysans du coin pour qu'ils me prêtent leur poney, parce que j'avais pas un rond pour avoir plein de chevaux à la maison. J'en ai eu un peu plus tard, mais voilà. Et donc, on s'installe. Donc là, je m'arrête de bosser. Je dis à mon mari, moi, je veux pas élever mes enfants dans une ville comme Paris. Peut-être qu'à Bruxelles, je serais restée, mais voilà, j'avais envie... Je suis une campagnarde, je suis une paysanne et j'avais besoin d'enfiler mes bottes en caoutchouc et voilà, retour aux sources. Donc je monte ces écuries, je me prends le cancer en pleine figure et là, je me dis, je vais en faire quelque chose. Et quand l'oncologue m'a dit, vous êtes jeune, on hésite à vous enlever le sein, je dis, allez-y. Effectivement, mais dans 3 semaines, je serai à cheval. Ouais, voilà. C'est dingue. Ça, c'était ce que tu voulais. Voilà. Tu voulais faire ça. Et 3 semaines après, j'étais à cheval. J'avais une jument qui, à l'époque, avait 4 ans. Donc, c'est l'âge un peu débile pour un cheval. Tu vois, c'est l'adolescence où il teste. Je lui dis, Magie, keep quiet. Tu ne peux pas bouger. Je ne peux pas tomber. Ouais. Et en fait, elle a été tellement à l'écoute que je me rendais compte qu'en étant auprès de ma jument, j'oubliais tout. Donc, j'ai fait un premier test, j'ai invité 12 femmes à venir tester l'équithérapie. Et voilà, donc Hope, aujourd'hui, c'est 8 antennes en France. Dans chaque antenne, on fait des journées découvertes plus 4 après-midi de suivi. Et en Haute-Savoie, au siège, donc dans mon lieu rêve de petite fille. Dans ton village. Là, on a des séjours. Alors, un séjour chez Hope, c'est 12 femmes en même temps qui soit viennent parce qu'elles se connaissent, mais la plupart du temps ne se connaissent pas, qui arrivent en 5 minutes, c'est un poulailler, ça blablabla, et moi aussi, et mon sang, et mes voilà. Elles sont toutes atteintes de cancer du sein, spécifiquement? Non, tous les cancers. En fait, la spécificité de notre association, c'est qu'on accueille tous les cancers. Et ça, je pense que c'est notre force parce que, tu vois, ça, c'est un message très fort qu'il faudrait passer. Il y a beaucoup d'assauts pour les cancers du sein, mais très peu pour les autres cancers. Or, quand tu sais qu'une personne sur 3 dans sa vie développera un cancer, tu te dis c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas plus d'assauts pour accueillir ces femmes-là. Majoritairement, tu vas aller sur 12 femmes, on va avoir 8 femmes qui ont un cancer du sein, mais il y a aussi les autres. Donc elles arrivent chez Hope. Dans nos équipes, on a des encadrantes, des bénévoles qui sont déjà passés dans l'assaut. On a en général 2 équithérapeutes, une psy. Moi, je m'occupe de l'art-thérapie et des ateliers danse avec les chevaux. Et pendant 5 jours, elles vont pas monter à cheval, mais travailler avec les chevaux. Le cheval est comme un médiateur pour les aider à lâcher prise. Par exemple, tu vois, un premier exercice, le premier jour, on va leur dire, elles vont se mettre par 2, en binôme avec un cheval. Donc, ils sont 3, plus l'équithérapeute. Il y en a une à qui on va bander les yeux et l'autre, on va lui dire, tu vas juste te mettre contre le cheval et le respirer. Et souvent, tu sais, ces femmes sont des mères de famille, des épouses, elles n'ont pas voulu lâcher prise et parfois même, elles sont dans le déni. Et là, au contact du cheval, avec l'animal, il y a du lâcher prise. Ça lâche. Là, tu vois, la semaine dernière, il y en a qui m'ont dit, j'ai pas touché mon téléphone de la semaine, pas de nouvelles, je m'en fous. Donc, elles sont dans un cocon et le cheval va les aider dans un premier temps à lâcher prise, mais dans un deuxième temps, à se reconstruire, à reprendre confiance en elle et à prendre quelque part des tips pour se reconstruire et affronter la réalité. Parce que tu sais, quand tu connais pas un cheval, tu te retrouves avec un animal qui fait 500 kilos, tu es dans un espace clos. Et moi, je vais te dire, Claire, choisis une musique, choisis ton cheval. Là, on est dans un espace comme celui-là et tu fais ce que tu veux, mais danse avec lui. Juste bouge avec lui.
c'est impressionnant un cheval. C'est quand même, on a beau nous être les prédateurs et eux les proies, c'est quand même des trucs de 500 kilos. Donc ils sont habitués tes chevaux maintenant, mais qu'est-ce qu'ils font pendant que ces femmes dansent autour d'eux? Alors c'est très beau parce que moi c'est toujours un atelier où je chiale parce que très souvent, alors parce que je le fais aussi presque dans mon quotidien, ils dansent avec elles. Ouais, c'est beau. Et il y en a, tu les vois. Tu sais, on dit que le rythme cardiaque du cheval vient se caler sur ton rythme cardiaque, mais tu as des images où tu vois le cheval, des moments avec des femmes qui connaissent rien, et moi j'hallucine, la jambe de la femme va se lever au même rythme que l'antérieur du cheval. Et il y a des connexions qui se font, et avec les équithérapeutes, tu vois, ça fait 8 ans qu'on fait ça, mais des fois on chiale parce que l'animal a ressenti. Et le cheval, il est non jugeant, donc il s'en fout que tu sois moche, belle, grosse, que tu as dans la tête. Il en a rien à faire. Le seul truc qu'il veut, c'est être en connexion avec toi. Et être en confiance. J'ai regardé les vidéos, c'est effectivement assez bouleversant. Il faut aller les voir sur le site de ton association. C'est on a fait un que documentaire qui s'appelle Les Belles et la Bête, où j'ai pris plusieurs femmes qui sont passées dans le spectacle, dans l'association et qui font aujourd'hui partie du spectacle. Mais c'est magique, c'est vraiment magique ce qui se passe. Le cheval donne énormément et c'est un animal. C'est un animal en plus avec lequel tu peux pas tricher et tu es obligé d'être dans l'instant présent. Si t'es pas présent avec lui, tu vois, moi je sais que maintenant en tant que cavalière, je vais pas monter à cheval les jours où je suis pas bien. Sinon ça se passe pas bien. Il ressent tes émotions. Il ressent tout, c'est une éponge. Et voilà. Et pour les femmes qui sont là, c'est le moment d'oublier la maladie en fait, en étant avec les chevaux. C'est un moment pour elles complètement. Elles disent qu'elles oublient. C'est génial. Complètement. Et tu sais, maintenant on fait une photo début de séjour et une photo en fin de séjour, et c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est un truc de dingue. Alors évidemment, tout ça, c'est vraiment merveilleux, mais toi, tu as évidemment en parallèle ta maladie qui est toujours très présente. Tu l'as dit, le cancer est revenu 3 fois, et souvent tu racontes que tu es prise par le doute. Si les examens étaient mauvais, par exemple. Ça doit être très difficile parce qu'en plus, tout le monde te regarde comme une espèce de modèle d'énergie, comme ça, de courage, d'humeur, de bonne humeur, etc. Ça doit pas être évident, les moments de doute. Alors, tu vois, quand là, j'ai eu mes 2 autres cancers cette année, je suis allée voir une psy déjà, parce que tu sais, tu as aussi un peu ta culpabilité. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un truc le premier jour, toutes les femmes se présentent, on fait une espèce d'anamnèse et les filles de mon équipe me disaient, Anna, il faut absolument que tu te présentes parce que tu as tellement d'énergie, c'est comme si tu leur faisais une seringue d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, j'étais plus capable de le faire parce que c'est trop difficile. En fait, j'ai un miroir immédiat. Tu sais, quand je te dis des moments, j'ai l'impression d'être dissociée. Des fois, j'ai l'impression que moi, je suis pas malade, mais quand je suis avec elle, ça me revient en boomerang. Alors après, j'adore travailler, faire les ateliers, parler avec elle. Mais tu vois, là, on a fait 2 séjours de suite. Et ben le vendredi, quand j'ai dit au revoir, j'ai passé ma soirée à chialer. Bah oui, normal. Décompensation, ça s'appelle. Complètement. Décompensation. Et en fait, je me rends compte que c'est compliqué. Tu vois, la dernière fois, ma fille me dit « Ça va, mais maman, t'aimes toujours faire ça ?» Je dis « J'adore et je me verrai pas ailleurs. C'est ma place. Mais par contre, j'ai un trop plein d'émotions. Et les chevaux, c'est pareil. Les chevaux, la semaine d'après, ils sont au repos. Ils sont claqués. Ah ouais. Ils sont claqués. Ça leur a demandé aussi peut-être de l'émotion, en fait. Ouais, et puis tu vois, c'est... de l'énergie. Tu vois, là, on a monté aussi un spectacle qui s'appelle « Elles étaient une fois les optimistes ». Et on est donc entre 25 et 30 nanas sur scène. Donc on a tout un concert. Alors j'allais venir après, mais allez, vas-y, on parle de la comédie musicale. Non, c'est pas grave. Parce que ça arrive bientôt, le 19 juin. C'est le 19 juin. Il y a effectivement cette comédie musicale. Voilà, au Théâtre de la Tour Eiffel. Donc ça a été une partie de ma résilience. C'est écrire. On écrit des chansons au milieu des chevaux. Donc, il y a des chansons que j'ai écrites toute seule avec mon amie pianiste Mélanie Bajot et des chansons qu'on a écrites en atelier pour faire sortir. Mais tu vois, par exemple, ma co-singer qui était là avec moi depuis 2 ans m'a abandonnée il n'y a pas très longtemps en me disant « Anna, je suis plus capable. En fait, il y a trop de récidives. Je dois sortir de la maladie. » Elle a, je lui fais un petit coucou, Sandrine. Elle est venue chez Hope parce que sa maman est venue chez Hope. Sa maman est décédée. Et elle a appris qu'elle avait un cancer le jour où son mec est décédé d'un cancer. Oh là là. Et en fait, elle m'a dit, Hope me fait du bien. Chez Hope, j'ai retrouvé le sourire et j'ai réappris
à chanter parce qu'elle était chanteuse dans un groupe. Et là, elle va remonter son groupe, mais elle dit, je peux plus rester constamment dans un univers où on parle de maladie. Ouais. Donc, en fait, c'est à la fois, tu vois, ça nous porte, que ce soit chez Hope au milieu des chevaux, que ce soit dans la comédie musicale. Mais oui, des moments, tu es obligé d'avoir de la distance et c'est pour ça qu'à certains moments, je pense que je me dissocie un peu. Mais oui, parce que en étant dans l'aide aux autres, parfois on s'oublie aussi, on peut s'oublier. Oui, complètement. Après, j'ai aucun souci, moi, à pleurer. Tu vois, quand je dois lâcher prise et que tout d'un coup j'ai un trop plein d'émotions, que ça déborde, je laisse faire. Et c'est essentiel. Alors, je t'ai rencontré lors d'une conférence en entreprise où on évoquait les embûches dans le parcours professionnel, les embûches au féminin. Est-ce que tu dirais que c'est une maladie qui n'est pas assez prise en compte en entreprise ? Est-ce qu'il faut en parler quand on a le cancer, quand on apprend qu'on a le cancer? Comment on fait par rapport à sa boîte, sa RH? Tu dois avoir des témoignages comme ça. À fond. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. En fait, je pense que chacune doit faire comme elle veut, mais je pense que le cancer ne devrait plus être un tabou. Je pense que dire je veux pouvoir continuer de participer, même de loin, à des réunions, parce que c'est aussi ce qui me fait tenir debout. Et arriver avec le crâne chauve. Je pense qu'il faut... C'était génial chez Bouygues parce que finalement, on a pu parler de tout ça et mettre en avant la santé des femmes parce que je pense que ça reste encore beaucoup trop tabou. Bien sûr. Mais t'es pas censé normalement assister à une visio quand t'es en t'es pas arrêt censé. Maladie. Mais donc, c'est ce que j'avais essayé dit. de dire, c'était que bah oui, mais il faut continuer à inclure celles qui sont malades. En fait, si elles le veulent, et si tu vois, il y a des femmes qui demandent des mi-temps ou des tiers-temps thérapeutiques, je pense que c'est essentiel parce qu'en fait, nous, on récupère pas mal de femmes aussi qui sont très seules face à la maladie. Parce que tu sais, quand tu as tes amis autour de toi, ça peut très vite faire le vide parce que tu as des gens qui ont peur. Dès que tu es malade, tu fais flipper les autres. Parce que ça te renvoie un miroir et du coup, il y a des gens qui sont plus naturels avec toi. Ils savent pas comment réagir, exactement. Ils savent pas comment réagir. Donc, tu vois, si j'avais un conseil à donner, c'est punaise, rester normal, quoi. Et surtout, oser en parler. Comment tu vas ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu supportes bien ? Il n'y a rien de pire que la fausse compassion ou « alors, comment tu vas ?» Ça, c'est horrible. Ouais. Ou de pas en parler. Ou de pas en parler du tout. Tu vois, c'est comme dans le deuil. Moi, je me souviens que j'ai une cousine qui a perdu une enfant quand elle était toute petite. Elle s'est noyée dans la piscine. J'étais la seule à oser lui en parler. À chaque fois que je l'appelais, elle me disait « mais personne n'ose en parler. Et même chez nous, on n'en parle plus. » Et elle me disait « quand je suis avec toi, au moins, je peux en parler. » Parce que je pense que c'est essentiel de parler de ce qui nous fait mal. Parce que quand tu gardes quelque chose en toi, c'est pas possible, c'est pire. C'est là où tu vas créer, tu vois, le nid des maladies. Mais c'est vrai que parfois, c'est par pudeur, effectivement. Les gens n'osent pas en parler. Mais bon, c'est pas une honte d'avoir un cancer. Et puis, tu vois, sûr que non. La dernière fois, on avait Olivier Véran qui disait le cancer... Alors, pour nous, les cancéreuses, ça va pas assez vite, la recherche, évidemment. Mais c'est vrai que ça va devenir une maladie chronique. Une personne sur 3 va développer un cancer. Donc, il faut pas que ce soit tabou. Il faut en parler. Et puis, il faut parler du dépistage parce que trop peu de femmes... tu vois, par exemple, est-ce que tu sais combien de fois tous les combien on doit faire un frottis ? Un frottis, après 50, je crois que c'est tous les 2 ans. Ouais, tu vois, mais il y a plein de gens qui le font pas. Il y a 40% des gens qui font leur dépistage, mais dans tous les dépistages préconisés, soit colorectal, le sein, etc. Mais non, bien sûr. Et faites-le. Faites-le. Ça change. Faites-le. Ton taux de survie, je déteste ce terme, mais ton taux de survie à 5 ans, si t'es soigné tôt, il change. Il change. Donc, ne pas négliger tout ce qui est prévention. Prévention. Et on en parle dans le spectacle, tu vois. En fait, quand les gens y voient dans le spectacle 25 nanas sur scène, des jeunes et des moins jeunes qui racontent la maladie, je peux te dire que tu te prends une bonne claque dans la figure et tu dis je vais aller voir mon gynéco. Je vais aller voir dermato. Bon, dermato, c'est compliqué, t'en trouves plus, mais voilà, je vais faire ce qu'il faut. Donc, c'est 25-30 femmes qui ont été malades ou le sont toujours ou sont en rémission. C'est toi qui as écrit les textes, la musique, etc. Alors, pas la musique, j'ai écrit avec Mélanie Bajot. T'as beaucoup de talent, mais quand même. Mélanie, c'est quelqu'un qui m'a sauvée parce que dès que j'allais pas bien, que j'avais des examens, en fait, quand je suis tombée malade, je me suis dit, oh là là, j'ai une urgence de vivre et j'ai voulu
voulu tout faire, chanter, danser, apprendre à jouer du piano, voilà. Et du coup, et je lui ai dit, on monte une comédie musicale. Hop, on a monté la comédie musicale. J'ai rencontré Guilla Braoudé. J'ai dit, est-ce que tu veux la mettre en scène? Elle a dit, allez, go. Donc voilà, la mise en scène est signée Guilla Braoudé. Et donc là, au théâtre de la Tour Eiffel, on sera 25 nanas sur scène le 19 juin. Et alors nous, on va y aller, évidemment. Et on encourage tout le monde à aller le voir. C'est le 19 juin, je le répète, théâtre de la Tour Eiffel. Elles étaient une fois les optimistes. Voilà. Ça a l'air top. J'ai vu des vidéos, j'ai pas encore vu sur scène. Et en deuxième partie, super important, pour tous les gens qui se demandent ce qu'on fait avec les chevaux, il y aura une conférence donnée par Thierry Lhermitte et Elisabeth de Corbigny. Ah oui, Thierry, parce que Thierry Lhermitte, c'est le parrain. Voilà, c'est le parrain de ton association. Non, c'est pas le parrain, mais c'est un ambassadeur. D'accord. C'est Richard Orlinski, le parrain, et Élodie Fontan, qui est aussi une cavalière émérite. Mais Thierry nous aide beaucoup pour l'assaut depuis longtemps, puisque surtout c'est un passionné d'équitation. Donc il fait cette conférence au profit des Haupes. Donc les places, vous pouvez les prendre dès maintenant. Où ça? Sur le théâtre de... je te donnerai le lien. Ouais, bien sûr. Sur le théâtre de la Tour Eiffel. D'accord. Et alors, c'est l'heure du mot de la fin, Annabelle. Alors déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans un entretien, c'est que tu as dit la vieillesse et le temps qui passe sur nos visages, c'est une victoire. Ouais. Évidemment que c'est la leçon que tu nous enseignes. Mes rides, je les aime et je les effacerai jamais. Et tu es très belle, elles sont très belles. Si je te pose la question, quelle femme étais-tu alors avant Hope peut-être davantage, et quelle femme es-tu maintenant? Je pense que j'étais la même, mais que ça a décuplé mon énergie. Et peut-être que je suis plus bienveillante maintenant encore envers les autres. Je pense que je l'étais déjà, mais ça, je suis plus à l'écoute peut-être des autres. Enfin, j'espère, et ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'on peut traverser, et puis surtout profiter de chaque instant. Tu vois, je dis dans le spectacle, chaque minute écoulée nous rappelle que nous ne sommes rien. J'essaye de faire tous les jours que ce soit ma devise, parce que on sait que, alors on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu vois, moi j'ai mes examens lundi. Voilà, à chaque fois c'est du flip pendant plusieurs jours. Donc entre ces espaces d'examen, on profite de chaque minute qui passe et de chaque instant. Merci beaucoup Annabelle. Merci pour à toi. Ta générosité. Évidemment, pour toutes les auditrices qui voudraient des renseignements sur l'association Hope. Sur le site, alors si je peux juste dire quelque chose, ne sûr. vous impatientez pas, parce qu'on a tellement de demandes et de gens en attente que je reçois des fois des messages en disant on m'a pas répondu. On vous répond, mais parce qu'il faut on a le été financement complet derrière, très vite et Ouais. du coup on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Et je précise bien évidemment que la tournée de la comédie musicale, c'est pour financer l'association. Exactement. Évidemment. Et on sera en tournée dans toute la France tout le mois d'octobre. Ok, merci beaucoup Annabelle d'être venue dans cet épisode de Chaud Dedans. Merci à Marie Foulon pour la production et à Paul Berthiaud pour le montage. N'hésitez pas à venir me visiter sur la page Instagram Chaud Dedans, me donner vos commentaires, peut-être votre question sur cet épisode. Prenez soin de vous.